CQFD. Bonjour à toutes et à tous, voici une substance qui aura fait décidément beaucoup parler d'elle en lien avec la crise du Covid-19, l'hydroxychloroquine. Une grosse étude s'est intéressée à ses effets contre la maladie. Anne Bécher. Alors en fait il s'agit d'une méta-analyse, vous verrez il y aura pas mal de statistiques, une méta-analyse qui fait le point sur les effets de l'hydroxychloroquine seule ou associée à un antibiotique sur les risques de mortalité à l'hôpital. On développe tout cela dans un instant. Ensuite, Stéphane Gabiou. le traitement à l'hydroxychloroquine seul n'a pas d'effet sur la mortalité des personnes hospitalisées. Et si on combine l'hydroxychloroquine à l'antibiotique azithromycine, on assiste même à une augmentation du risque de décès de 27%. Et ceci chez les patients hospitalisés. C'est une nouvelle méta-analyse franco-suisse qui nous l'apprend dans la revue Clinical Microbiology and Infection. Anne Bécher. Oui, il s'agit donc d'une méta-analyse effectuée avec entre autres des techniques statistiques propres à ce genre d'exercice. Une méta-analyse qui est une sorte de synthèse entre différentes études sur une question de recherche pour objectiver une situation. En l'occurrence, la question là, c'est justement celle de la mortalité à l'hôpital des patients qui ont reçu ou de l'hydroxychloroquine seule ou associée à l'antibiotique azithromycine. Alors pour ce faire, ils ont passé au crible plus de 800 articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues à comité de relecture. Et sur ces 800 articles, ils en ont retenu 29. Le tout porte au final sur un total de plus de, c'est impressionnant, 33 000 patientes et patients. Les auteurs de ce travail sont 6 scientifiques, 3 de l'Université de Neuchâtel et de l'Université de Lausanne et un chercheur de l'INSERM en France. Des chercheurs qui se sont lancés dans ce travail sans directeur de recherche, ni fonds alloués durant leur temps libre. Ils avaient juste, je cite, du temps à tuer à la maison pendant le semi-confinement. Ah oui, ça c'est pratique, effectivement. Bonjour Mathieu Mulot. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de biologie à l'Université de Neuchâtel. Vous êtes statisticien, c'est comme ça qu'on peut le dire? Alors en fait, je suis biologiste. Moi, j'ai un doctorat en biologie. Puis il se trouve que je fais des statistiques, mais c'est ma compétence. C'est pas mon métier. Donc je fais beaucoup de statistiques pour la biologie. Et à ce titre, d'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès de mon étudiante Anaïs, avec qui j'avais un rendez-vous statistique ce matin que j'ai dû annuler pour être avec vous. Elle m'en voudra pas, je pense, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Ok, alors donc, on va revenir sur vos conclusions. Les conclusions de votre étude, c'est que l'hydroxychloroquine ne change absolument rien à la mortalité à l'hôpital. C'est ça. On ne meurt pas plus ni moins du Covid-19 à l'hôpital quand on a reçu ce médicament seul. Et associé à l'azithromycine, donc un antibiotique, et ça arrive souvent, cela augmente même la mortalité de 27%. C'est bien les conclusions. C'est juste, ouais. Par rapport au groupe contrôle, donc c'est un risque relatif, mais on a une augmentation relative de 27%, ouais. D'accord. Alors, on risque... Oui, j'allais dire, est-ce qu'on risque pas de voir débarquer une étude qui va venir démonter ces conclusions? C'est-à-dire que vous êtes solide dans ce que vous avancez? Démonter complètement, c'est quand même très improbable. Après, localement, on peut avoir des études qui divergent. Par exemple, s'il y a une étude qui sort et qui dit que l'hydroxychloroquine réduit la mortalité chez les jeunes femmes de 18 à 22 ans, c'est hyper spécifique. Et ça, notre méta-analyse, elle peut pas le capter. Mais s'il y a un tel papier qui sort, de toute façon, c'est pas la fin des haricots non plus. Notre méta-analyse, elle est solide. On a suivi vraiment les règles de l'art pour ce genre d'études. Et on a même poussé le vice dans la méthode à déposer notre méthodologie sur un registre en ligne avant de commencer notre méta-analyse en disant ce qu'on allait faire. Et comme ça, en fait, on peut vérifier a posteriori qu'on a bien fait ce qu'on a dit qu'on allait faire et quand on n'a pas bidouillé nos méthodes pour avoir les résultats qui nous arrangent, quoi. Donc on n'est pas trop attaquable là-dessus. Alors vous avez choisi de vous pencher donc sur la mortalité chez les patients hospitalisés alors qu'il y aurait pu y avoir plein d'autres questions. Pourquoi cette question-là, elle vous paraissait importante? Déjà pour une méta-analyse, c'est facilement adressable parce que la mortalité, c'est un chiffre qui est facilement quantifiable. Et puis en plus, la bithérapie, l'hydroxychloroquine, ça a été utilisé avec l'espoir de baisser la mortalité. Donc c'était vraiment ce qu'on appelle un endpoint en épidémiologie clinique, qui était intéressant à regarder. En plus, on sait qu'il y a un petit peu d'effet cardiotoxique sur ces deux médicaments. Donc voilà, c'était une question qui était très pertinente pour ces deux molécules au final. Ça valait le coup de faire le point là-dessus. C'est l'envie d'objectiver, quoi. C'est ça, d'apporter un peu plus d'informations. Alors l'association justement hydroxychloroquine et azithromycine est marquée par une augmentation de 27% de décès, on l'a dit tout à l'heure. Comment savoir si c'est pas un autre paramètre justement qui vous aura échappé, qui se serait infiltré dans ces 27%? Du coup là, je suis désolé, je vais devoir parler un petit peu de stats. Allez-y. Pas trop. On est là pour ça. En fait, quand on fait une méta-analyse, on utilise des outils statistiques pour quantifier un effet moyen
moyen. Puis dans cet effet moyen, il est dû pour une part au traitement qu'on regarde et puis pour une part à autre chose qu'on maîtrise pas trop. Puis les outils statistiques qu'on a, ils nous permettent de quantifier cette autre chose qu'on appelle l'hétérogénéité. Donc on le maîtrise en fait, on arrive à savoir de combien on se gourre. Et quand on rapporte la moyenne, on calcule aussi un intervalle de confiance. Et l'intervalle de confiance, il permet de nous dire à quel point on peut être sûr de la donnée qu'on a sortie, quoi. J'ai pas fait trop fort en stats, ça va. Là, ça va. Ok, impeccable. Alors, très concrètement, votre travail est publié dans la revue Clinical Microbiology and Infection. Ça veut donc dire que les médecins hospitaliers qui le lisent peuvent raisonnablement se dire « je vais plus prescrire d'hydroxychloroquine à mes patients puisque ça sert à rien, et encore moins la combiner à l'azithromycine qui augmente les décès de 27%. » C'est correct de dire ça ? Ouais, alors en fait, il faut quand même se rendre compte que dans le corps médical, la question elle est quand même tranchée depuis longtemps, puis ça fait un moment qu'ils prescrivent plus ces deux molécules, que ça soit au niveau des hôpitaux ou même des agences gouvernementales, c'est plus recommandé. Mais disons, là, ce qui est nouveau, c'est cette surmortalité qu'on a pu mettre en exergue, qui apporte un peu plus d'eau au moulin, mais ça va pas changer radicalement les façons de prescrire, non. Ouais, donc c'est déjà abandonné. Oui, ça fait un moment. Ouais. Dans la plupart des pays, ou enfin vous avez pu. Sauf. En tout cas, aux États-Unis, la FDA, elle a arrêté. En France aussi, je connais pas tous les pays, donc je peux pas savoir. Mais globalement, en tout cas en Europe occidentale, c'est plus trop utilisé. Ouais. Vous avez objectivé quelque chose qui était déjà. C'est ça. Dans mais là, on l'a quantifié, quoi. Ouais. Alors, pour faire une méta-analyse, il y a toute une procédure qui commence avec la sélection des études, puis on passe à l'extraction des données, puis l'évaluation de la qualité des études, la combinaison des données, discussion, conclusion sur les 800 articles scientifiques publiés dans les revues à comité de lecture, donc relus par des pairs. Vous en avez retenu seulement 29 au final. Quels étaient vos critères de sélection pour filtrer aussi massivement ? En fait, c'est pas qu'on a filtré très massivement, mais c'est qu'on a brassé très large au début pour être sûr de pas en louper. Donc en fait, on a fait des requêtes sur les bases de données, on a cherché toutes les études qui contenaient hydroxychloroquine ou HCQ, mortalité, parce qu'on regarde la mortalité, et puis SARS-CoV-2 ou Covid-19. Donc tout ça, forcément, ça nous donne plein d'études. Il y a des études qui nous intéressent pas. Donc là-dedans, nous, on avait des critères. On cherchait les études qui parlaient de la mortalité, qui avaient un groupe contrôle, qui rapportait un risque de mortalité quantifiable, qui avait un groupe contrôle, et puis qui n'étaient pas des avis d'experts, des méta-analyses, ce genre de choses, qui n'étaient pas des données à double, etc. Et donc sur le tout, il reste 29. Alors c'est pas beaucoup par rapport à 800, mais pour une méta-analyse, c'est déjà un bon chiffre quand même. Alors Mathieu Mulot, on le disait, vous êtes 6 co-auteurs, vous avez travaillé pendant le semi-confinement, vous avez pu additionner le nombre d'heures de travail au total que ça a fait ? Alors, c'est une question qu'on s'est jamais posée, en fait, c'est rigolo, mais je pense que juste avec l'extraction de données, c'est quand même un travail sur plusieurs mois, donc juste l'extraction de données, déjà c'est conséquent, on est sur plusieurs centaines d'heures, et on en parlait avec Thibaut, le premier auteur, hier sur WhatsApp, il regardait l'emballement médiatique, il disait moi j'ai fait juste ça pour m'amuser, je comprenais pas que ça allait... Et puis en fait, nous, on était juste contents de bosser ensemble, en fait, on avait la patate et tout, on n'a pas compté, on était vraiment contents. Et tout ça par les réseaux sociaux, vous avez... Ouais, on s'est jamais vu, là je vais rencontrer mes collègues pour la première fois juste après, ça fait plaisir, comme je suis à Lausanne. Ouais. Et vous nous assurez que vous n'avez pas été financier ? Non, pas du tout. Mais par contre, si on veut parler de financement vraiment de façon objective, il faut quand même comprendre que nos formations académiques, elles sont financées par le contribuable. Donc il y a quand même un financement quelque part sur la production de connaissances. Et nous, en fait, quand on fait cette méta-analyse sous forme de sciences citoyennes, ça permet aussi de rendre à la société l'investissement qu'elle a fait sur nous sous forme de production de connaissances, quoi. Le contribuable, mais il y a aussi, on sait, du privé qui met de l'argent dans nos académies. Mais c'est pas le cas ici. Ils ont pas financé, en tout cas pour nous, ils ont pas financé nos week-ends, clairement. Alors, plus généralement, en faisant votre étude, vous avez dû passer 800 études au crible. On l'a dit, des études qui ont été effectuées et publiées dans le contexte particulier de cette pandémie, dans l'urgence, en l'absence de connaissances et de traitements. Est-ce que, et ça on le comprend bien, c'est ce qui explique partiellement aussi pourquoi il y a eu tellement d'études qui ont été publiées. Est-ce qu'il y a des aspects ou des biais, j'allais dire, dans ces études qui vous ont étonné par rapport au flux normal des publications ? Non, en fait déjà le volume de données sur une si courte période, le volume de publication, il est vraiment impressionnant. Après il y a de la qualité variable dans les études, il y a beaucoup d'études observationnelles, mais on peut pas blâmer les chercheurs en fait, parce que on était quand même dans une situation de crise, fallait produire de la connaissance, donc même si les études étaient pas parfaites, c'était bien d'avoir un petit peu de connaissances. Donc on a des études qui sont peut-être un petit peu moins rigoureuses que ce qu'on peut faire quand on a des temps plus longs. Mais le volume, c'était vraiment très très impressionnant. Oui, c'est ça, parce que voilà, on est en pleine pandémie, un truc qu'on connaît pas, il faut trouver des
des traitements, donc on produit de la connaissance. C'est ça. Alors vous avez passé pas mal de temps visiblement en équipe à vous autocritiquer pour être inattaquable. Quels étaient les biais ou les fragilités auxquelles vous avez fait la chasse durant ces séances d'autocritique? Alors sur les biais méthodologiques, déjà on peut en faire beaucoup d'erreurs. Il faut quand même se rendre compte que le bouquin de référence qui s'appelle le Cochrane Handbook for Systematic Reviews, peu importe, il fait 700 pages où il décrit la méthode qu'on doit utiliser. Donc forcément sur 700 pages on a pu trouver des points qu'on a améliorés. Et puis aussi on a fait très attention à pas surinterpréter nos résultats. Et donc on a été très précautionneux dans la façon dont on écrit l'article, par exemple pour nuancer. Et c'est pas rare qu'on passe 1 heure sur une phrase, sur un mot, juste pour trouver le mot juste, être sûr de pas trop s'emballer, quoi. Alors du coup, vous avez évoqué déjà ces premières réactions, parce que c'est sorti hier soir. Et donc évidemment, il y a assez vite l'emballement sur les réseaux sociaux. Ouais. Et si on va sur les journaux plus traditionnels qui ont publié finalement le condensé de votre méta-analyse, on voit dans les commentaires des lecteurs énormément de critiques très très virulentes à votre encontre. Vous êtes prêt à les assumer? Les critiques scientifiques, j'ai envie de dire, elles sont les bienvenues, puisque c'est comme ça que la science fonctionne. Donc voilà. Après, sur le plan personnel et médiatique, c'est un truc que je maîtrise un peu moins, c'est un sujet clivant, donc c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Donc, enfin, moi personnellement, j'ai pas fait cette étude pour m'exposer. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, j'ai la conscience tranquille parce qu'on a fait un travail honnête, quoi. On n'a pas essayé de démontrer que c'était plus mortel ou que c'était moins mortel. On a vraiment investigué et ça aurait rapporté une efficacité sur la guérison. On l'aurait dit tout aussi bien, quoi. Et je pense que le conseil qu'on peut donner à toute personne qui veut émettre une critique, c'est d'aller lire votre méta-analyse et ensuite de se prononcer. C'est ça. De pas rester sur le simple effet émotionnel, mais vraiment d'essayer d'aller au fond des choses. On peut pas critiquer en 30 secondes la méthodologie d'une étude qui nous a pris plusieurs mois à faire à plusieurs personnes qui sont formés dans le domaine. Et donc on vous recommande notre page rts.ch/CQFD où vous trouverez des détails justement sur cette méta-analyse. Merci beaucoup Mathieu Mulot. Merci à vous. Chercheur à l'Institut de biologie à l'Université de Neuchâtel.